Bonjour Paul, bonjour Bernard. Bonjour Asline. Hello, bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va attendre juste quelques instants pour laisser chacun le temps de se connecter. Je vais en profiter pour faire une petite introduction sur notre format Café numérique. Donc, bienvenue à ceux qui sont connectés et ceux qui arrivent à notre café numérique donc sur construire et piloter les SI de santé à l'ère de la data et de l'IA. Donc, si vous vous connectez la première fois à notre café numérique, l'objectif de ce café numérique est que ce ne soit pas sous un format webinaire, mais que ce soit un atelier interactif. Donc, on vous laissera également prendre la parole, mais n'hésitez pas à interagir, que ce soit dans le chat, donc vous pouvez écrire directement dans le chat, soit vous pouvez monter sur scène. Donc, monter sur scène, c'est simplement activer le micro à minima avec ou sans la caméra. C'est toujours plus sympa avec la caméra, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, ce format vous permet de venir interagir, de venir partager votre expérience avec nous et potentiellement aussi partager vos idées par rapport à ce qui sera dit pendant cet atelier. Donc, je vous mettrai des questions dans le chat, mais n'hésitez pas à monter sur scène spontanément. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Bonjour. Tac. Je vous propose que l'on démarre tranquillement. Ça fera venir les autres personnes. Donc, moi, je suis Azeline Martineau. Je suis consultante manager chez Isis, donc un cabinet de conseil, et je suis responsable de la BU Innovation Santé Sociale. Donc, c'est dans ce cadre que nous organisons l'atelier du jour. Et j'aurai avec moi Paul et Bernard que je vais laisser se présenter. Paul, je t'en prie. Ok, merci Asline. Bienvenue à tous à ce café numérique. Je suis Paul Maître, directeur associé du cabinet Isis. Et j'aurai la joie de ce matin de faire du ping-pong avec Bernard autour du sujet qu'on vous propose. Et on espère que vous participerez comme l'a proposé Asline, à nos échanges. C'est tout le but de ces formats café numérique. À toi, Bernard. Oui, bonjour à tous. Bernard Castel, donc moi je suis le fondateur d'Opsia, qui est un concentrateur de données qui permet de collecter massivement, transformer la donnée et la distribuer sous forme de jeux de données, entre guillemets, à façon, à ceux qui en ont besoin pour des usages primaires ou des usages secondaires. Merci Bernard. On va attendre jusqu'à 5 pour démarrer les échanges. Peut-être Paul, tu peux nous dire un petit mot sur Isis. Ça fera venir les personnes. Il nous reste 1 minute avant de passer au débat. Bien sûr, ouais, j'ai été rapide. Donc, nous, on est cabinet de conseil. On travaille dans la transformation digitale en général, avec tout secteur confondu. On s'intéresse au sujet du comment décider, travailler, piloter autrement avec le digital. Et évidemment, l'IA réinterroge tout ça. Et depuis une dizaine d'années, toute une équipe dédiée, pilotée par Asline ici présente, au secteur et au sujet de la santé. D'ailleurs, et en étant dans cet écosystème-là, tant sur des sujets stratégiques, prospectifs que d'accompagnement des projets. Et donc, évidemment, le sujet de ce matin est au cœur des préoccupations de nos clients et des nôtres. Et on tient à connaître et collaborer avec l'écosystème, d'où des rencontres comme celle de Bernard, qui est intéressante pour nous. On est conseil et d'échanger avec des gens qui sont à la fois ou qui ont été du côté médical, direction d'établissement, et à la fois qui basculent du côté de l'entrepreneuriat et de la proposition de solutions numériques. C'est tout à fait intéressant. Après, pour savoir plus ce qu'on fait, avec qui on bosse, on a un site web facile à trouver. Et voilà.
Merci Paul. Il est 9h05. Je vous propose que l'on plonge dans le sujet. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, moi, je serai votre animatrice et j'irai passer la balle entre Paul, Bernard et également animer le chat pour ceux qui préfèrent passer par le chat pour interagir avec nous. Je vous propose que l'on démarre avec poser le socle, les difficultés et le cadre, le constat partagé par rapport justement à la transformation du pilotage au niveau des GHT. Paul, je te laisse la main. Je veux bien prendre la main. Alors, il faut bien démarrer par des éléments de constat, hein. Le sujet du jour, on veut vraiment discuter avec vous en gros, quand on passe à la data et à l'IA, qui est très tendance, buzzword, si on veut, mais qui sont quand même nous, on a la conviction des vraies transformations qui arrivent. Est-ce que ça change la façon dont on va construire les systèmes d'information dans les hôpitaux, GHT et la santé en général, et comment ça se pilote derrière? C'est ça notre sujet. Et donc, du coup, les éléments de point de départ et de constat, vous pourrez réagir pour voir si c'est évident pour tout le monde ou s'il y en a d'autres, mais ce qu'on retient comme 3 points, et Bernard, je veux bien après que tu donnes ta vision terrain entrepreneur, mais on se dit, on a un point de départ dans les GHT, dans les établissements où j'ai une dispersion de données. Avant de m'intéresser à comment je vais transformer avec la data, c'est vrai qu'on a un sujet j'ai des dizaines, voire des centaines d'applications d'une part. J'ai plusieurs sites. La configuration GHT est déjà une opération de regroupement. Donc, multi-sites, multi-applicatifs et des données qui sont structurées, non structurées, évidemment. Si j'inclus dans données des comptes rendus, des échanges, etc., ça fait une masse importante répartie sur différents supports et sites. Et donc ça, c'est un point de départ qui est important à avoir en tête parce que tout ce qui va être comment je mise sur la data, forcément, il faut que je sache où elles sont et dans quel état elles sont au début. On sait que la démarche GHT, qui est déjà une démarche de comment j'arrive à faire quelque chose de mutualisé, impose d'être capable de partager une vision commune, de construire des visions communes. Ça peut être vision cible générale du SI, une vision pour développer une filière, etc. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple à faire et qui est indispensable, évidemment, quand on veut faire évoluer son offre de soins ou son SI ou la piloter. Il faut cette capacité à partager des visions communes de ce qu'on peut faire. Et en face, on a bien en tête tous ces phénomènes de silos souvent un peu trop forts qui rendent difficile l'exercice. Et puis enfin, et c'est un peu lié aussi, ce qu'on voit sur le chemin critique, en tout cas un des points à prendre en compte, c'est la modalité de collaboration. Tant d'un point de vue métier et opération des soins, on voit bien qu'on attend de plus en plus de collaboration entre acteurs. C'est l'approche parcours, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Et puis, évidemment, aussi dans la construction des SI, on sait bien qu'il faut encore plus améliorer et encore plus aller vers de la collaboration entre acteurs métiers et numériques pour co-construire. Donc, ça, c'est des grands, j'allais dire, des faits ou des constats de départ qui nous semblent intéressants à avoir en tête pour après se projeter vers comment on peut faire plus et mieux avec Data IA. Bernard, je ne sais pas si tu as entendu toute mon… Oui, j'ai entendu. Donc, Pardon, j'ai eu un réseau un peu instable. Ok. Par rapport à ça, du coup, toi, est-ce que tu en fais… Quelle est ta vision de ces constats de départ et est-ce qu'ils sont réels, importants Alors oui, moi je partage les constats, mais à partir surtout de l'inflexion qui a été mise en place à partir de la loi HPST. Donc dans HPST, il y a P, le patient, T, le territoire. Dès le départ, en 2009, on considère qu'il va y avoir un mouvement de répartition des problématiques de prise en charge des patients sur les territoires et que les hôpitaux ne vont pas pouvoir tout faire. Voilà. 2016, ça met en place le GHT parce que 2009 n'avait pas résolu les problèmes et on décide donc de faire en sorte que l'hôpital et la ville, jusqu'au domicile du patient, se mettent à travailler ensemble. Donc,
on rédige, moi j'étais à Valenciennes à l'époque, donc le Ouais, problème c'était comment je règle mes problèmes de prise en charge de patients dans des parcours gradués de soins, uniquement dans les hôpitaux publics. Et ouais, évidemment, une fois que tout le monde est d'accord pour travailler ensemble, je parle de tous les soignants qui ont mis en place un protocole de coopération, de coordination, etc., il reste un sujet à régler, et pas neutre. Le sujet, c'est quelles données, à quel patient, à quel endroit, avec à, à quel soignant, ouais. etc., répartis sur une chaîne de coordination. Alors évidemment, Mince. Ah, est-ce que Bernard a appuyé sur un mauvais bouton? Je pense qu'il a des soucis de connexion. Ouais, on va lui laisser le temps de revenir. En attendant Ça y est, moi, je ça va. raconte Oui, vas-y, vas-y. son cas d'usage de Valenciennes, là, un peu historique et fondateur de son parcours et de sa proposition de valeur d'aujourd'hui, et pile poil dans les éléments génériques que je donnais, quoi, où on voit sur un cas d'usage comme Valenciennes, j'ai bien des sujets de développer de la coopération interne, externe, partager cette vision des nouveaux parcours et aller chercher la data pour les mettre en œuvre. Vas-y Bernard, tu peux reprendre du coup ton explication. dernier sujet quand même qui concerne tout le monde, hein, c'est le projet européen EHDS, avec quand même un certain nombre de décisions qui ont été prises, y compris au niveau technologique, en disant bah, cette donnée, il faut qu'elle puisse circuler. Et il faut qu'elle puisse circuler dans un projet qui concerne le dossier patient européen, IPS, Information Patient Summary. Et donc, ce projet-là, bah, il nous conduit à se poser des questions de structuration, non seulement à l'intérieur des établissements, non seulement à l'intérieur des groupes d'établissements, les hôpitaux publics ou les structures privées et médico-sociales, mais aussi, évidemment, sur le territoire dans son ensemble, et à se poser des questions de répartition. Voilà, c'est ça le constat. Mais je pense qu'autour de la table, il y a beaucoup de gens qui ont fait ces constats. Ou alors, j'en ai oublié, on en a oublié, peut-être que Ouais. certains veulent en rajouter. Merci Paul, merci Bernard. Pour l'instant, on n'a pas de mobilisation côté de la salle. Je vous propose que l'on continue. Au regard justement de ces constats, on a forcément du coup envie de se poser la question de ce pilotage. Comment est-ce que, enfin, quel est l'impact justement par rapport au pilotage? On sait qu'il y a eu un gros impact, une grosse transformation avec la création des GHT sur le pilotage entre les établissements, mais maintenant on va beaucoup plus loin. Et le temps que Bernard puisse remonter sur scène, parce qu'en fait il n'est pas déconnecté, c'est juste que sa caméra et son micro Ah, se d'accord. coupe. Donc, je te laisse prendre la parole, Paul, et je tente de le faire remonter sur scène. Oui, ce qu'on voulait, par rapport à notre sujet, on voulait faire un focus sur la notion de pilotage. Et compte tenu des constats qu'on a partagés avec les défis qui sont à relever, hein, qu'on a remis en perspective avec l'évolution dans le temps là, que Bernard a retracé, on se dit que ça porte ces constats-là et l'évolution qu'on veut faire, et l'idée de pouvoir travailler avec la data et l'IA, interroge le pilotage, et notamment on se dit qu'il y a quelques points clés à prendre en compte. C'est cette idée de pilotage territorial, c'est ce qu'a évoqué Bernard, c'est-à-dire je gère mon établissement, mon groupement d'établissements, mais je dois penser à une échelle un peu plus large où j'intègre un écosystème. Et du coup, ça veut dire être capable de piloter des actions à l'échelle du territoire et de se coordonner à l'échelle du territoire, et donc un impact fort sur la réflexion à avoir sur comment je vais faire évoluer mon SI. Donc, je pense avec plusieurs personnes, ce qui met forcément une contrainte. Ça amène des opportunités, mais c'est des contraintes et une difficulté particulière. Donc, je pilote à plusieurs au niveau du territoire. Deuxièmement, on ne vous fait pas un dessin, les contraintes budgétaires. Alors, c'est facile de dire, il y a toujours la contrainte budgétaire, c'est jamais open bar pour personne, mais là, force est de constater que globalement, et en particulier pour les établissements publics et pour beaucoup, la pression budgétaire est forte, et donc il faut arriver à utiliser et aller vers ces nouveaux modes, vers ces opportunités qu'on va évoquer de data IA, sans être dans une modalité open bar et des pensées plutôt frugales. Et justement, on en discutera à voir. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire des projets
j'allais dire, démarrer des choses avec des moyens modestes ou est-ce qu'on est obligé d'attendre des très gros budgets, mais c'est évidemment à avoir en tête, on en parlera avec Bernard. Et puis enfin, ça faisait partie un peu du constat de départ, mais un SI, il est déjà complexe aujourd'hui avec bon nombre d'applications et de sources de données. Il faut savoir le piloter aujourd'hui avec ses propres contraintes de sécurité, de souveraineté, budgétaire vu au-dessus. Et n'empêche, le penser demain avec comment j'utilise puissamment Data IA. Donc, tous ces sujets-là de comment je travaille plus avec les autres, j'ai de la contrainte budgétaire, j'ai de la complexité, c'est des enjeux de pilotage. Il faut savoir, j'allais dire, trouver les bons, et je veux bien voir ta vision là-dessus, Bernard, les bons frameworks, avoir son portefeuille de projet, son portefeuille d'activité. Et là aussi, j'allais dire, il faut piloter le numérique, mais le numérique est aussi un super outil pour mieux piloter et mieux orchestrer tout ça. En tout cas, on peut plus se passer de repenser. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui est... Bonjour. Bonjour à tout le monde. Rajouter le problématique de la convergence applicative qui a été imposée dans le cadre de cette loi et qui, de mon point de vue, a posé et pose encore beaucoup de problèmes. Et au lieu de faire quelque chose de très intelligent qui aurait été d'encourager la convergence de la donnée, et donc ça va déjà dans le sens du sujet, aujourd'hui encore, moi je constate que beaucoup de GHT sont englués dans cette convergence applicative, ne savent pas très bien la financer, et alors surtout, un sujet qui m'est cher, la conduite du changement. Quand vous expliquez à des médecins, à des soignants qui utilisent, je ne sais pas quoi, Crossway depuis 15 ans, que vous avez aimé Crossway, vous allez adorer Truc, qui va être imposé sans aucune mesure d'impact. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, d'où par rapport à cette complexité de la convergence applicative, cette obligation d'aller beaucoup plus vite vers la convergence de la donnée. Voilà. Je m'arrête là. Ouais, très bien, merci Xavier. Non, merci pour l'intervention. Peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous introduire. Qui, moi? Oui. 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 Pas de modestie, ex-éditeur copropriétaire de Crossway pendant des années, ex-éditeur de Viviewer, ex-assistante à maîtrise d'ouvrage, directeur du grade Centre Val-de-Loire en management de transition pendant 20 mois. Enfin bon, voilà, j'en passais des meilleurs. Et donc, une connaissance terrain, je crois, un peu développée du sujet. Voilà, mais bon. Merci. Mais c'est tout l'intérêt. Et ce type de point de vue qui a vu du coup les différents points de vue de multiples projets est précieux à partager. Et en effet, je pense qu'un des sujets, c'est, et j'ai bien entendu, tout le mindset jusqu'à présent est très tourné vers l'applicatif, le DPI au cœur. Et là, on va toucher du doigt et ça va être du coup, je vais redonner la main à Bernard. Est-ce que c'est la voie absolue et le seul chemin de réflexion ou là, on n'a pas une occasion de penser un peu autrement et j'allais dire de passer au-dessus de ces obstacles que peuvent être, je pense d'abord à faire converger des énormes logiciels et on a peut-être d'autres façons maintenant de penser l'amélioration. Oui, alors je pense que les deux sont nécessaires pour des raisons de métier, faire son métier du soin. Parce que tout compte fait, et en particulier à l'hôpital, le premier métier de l'hôpital, c'est quand même de soigner des gens. Et donc, ça explique pourquoi on a une diversité de logiciels. Ça explique pourquoi on est rentré dans des détails qui paraissaient très importants tant qu'on faisait des systèmes d'information avec des logiciels. Aujourd'hui, on s'est aperçu, et ça fait 10 ans, hein, donc en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On a compris qu'on allait basculer des systèmes d'information, c'est-à-dire du choix d'un logiciel, à des services numériques, c'est-à-dire à j'aimerais faire ça, j'aimerais comprendre ça, j'aimerais savoir combien de patients, par exemple, aux urgences, il y a 80% des patients qui ne rentrent pas dans l'hôpital. Alors,
Je ne prends pas ceux qui rentrent dans l'hôpital puisque on arrive à les traiter. Ceux qui ne rentrent pas à l'hôpital, qui sont-ils? Que deviennent-ils? Où vont-ils? Etc. D'accord? Donc, ces questions-là, les soignants se les posent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont, comme moi, un smartphone et quand ils veulent aller à Rio de Janeiro, pour ceux qui y vont, ils ne vont pas dans une agence de voyage. Ils prennent leur séjour sur leur smartphone. Donc, il y a un disconnect entre une sociologie du numérique qui s'est développée et qui rend les gens totalement autonomes et intelligents, et une sociologie du numérique de la santé qui est basée sur un certain nombre de principes. Et Xavier l'a rappelé, il faut un mix des deux, il faut faire comprendre qu'il y a une complémentarité, et peut-être même au bout de ça, ce qui est intéressant, c'est que peut-être, et même sûrement de mon point de vue, il y a de l'argent à réorienter sur quelque chose qui va avoir une utilité immédiate pour des acteurs professionnels qui sont là pour s'occuper des parcours patients. Ouais. Et ce qu'on voit Et bien, derrière les parcours patients, je finis avec ça, ouais. on peut aller jusqu'à la recherche. Tout le monde ne fera pas de la recherche de très haut niveau, mais par contre, si on a les données, si on collecte massivement et qu'on s'occupe et que cette collecte, elle permet aux organisations de se repenser, il ne s'agit pas de tout bouleverser. L'accompagnement du changement, c'est ça. Ouais. C'est montrer ce qu'on peut faire avec des datas qui ne changent pas la vie des gens, sans leur changer tous les jours le logiciel. Justement, c'est parfaite introduction pour la suite. Justement, comment la data et particulièrement l'IA arrive comme point de bascule par rapport à ce pilotage. Alors, je prolongerai bien le point et pour te faire avancer, Bernard, sur ce que tu commençais à dire. On a vu finalement, on a bien pressenti là, les défis, les constats qu'on a évoqués. On a quand même, malgré les contraintes, on a intérêt à aller, enfin, il y a de l'espoir de pouvoir les traiter, et notamment en amenant du nouveau paradigme et des nouvelles choses avec data IA. Donc, on ne va pas rester dans le vaporeux, j'espère, et tu pourras illustrer concrètement avec des choses que tu développes et nous qu'on commence à voir aussi. Ce que j'ai entendu avec ta dernière intervention, c'est que finalement, il ne s'agit pas de tout jeter. On ne va pas dire les SI, on laisse tomber, on refait du tout neuf. Il faut les deux jambes. Il y a quand même des actifs qui sont des grosses applications, des grosses données, des bases de données qu'il faut faire vivre et faire évoluer, une sorte d'infrastructure SI existante à maintenir. Hein, et moi, je trouve quand on prend les termes dans l'urbanisation, qu'on se rapproche des termes de construction des villes, voilà. J'ai des vieux immeubles, des vieilles rues, des vieux bâtiments que je dois entretenir et faire vivre. Je ne vais pas tout raser. Mais par contre, et tu pourras en dire un mot, avec la data LIA, je peux venir rajouter des nouveaux immeubles très modernes et des choses ciblées qui vont répondre à des besoins de maintenant, mais d'une nouvelle façon. C'est-à-dire je vais être capable d'apporter une réponse quasi sur mesure à chaque besoin avec des nouvelles modalités. Est-ce que c'est vers ça qu'on va et est-ce que c'est là-dessus que tu travailles? Oui, je vais vous citer un cas vécu. On a travaillé avec une ARS qui a dépensé beaucoup d'argent pour savoir quelle était la gestion des lits au niveau des territoires, des lits hospitaliers publics, hein, au niveau des territoires, et des lits hospitaliers privés aussi, pour pas mal de territoires. La question, c'est, on a 200 établissements, comment on fait? Et on a distribué de l'argent et on n'a pas le résultat. Donc, ce qu'on a proposé, nous, c'est de dire quel est le GHT le plus en difficulté aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui, selon vous, a pas avancé vraiment dans le sens que vous attendiez. On nous a confié ce GHT, on a été voir ces personnes et on leur a dit, on ne change pas le système d'information et surtout, vous ne changez pas votre façon de travailler. Parce que là où vous êtes, les gens qui y sont travaillent de cette façon-là, et ce n'est pas en bouleversant l'organisation, et ce n'est pas en venant ajouter quelque chose. Par contre, ce qu'on va vous proposer, c'est que comme on va vite, parce que la convergence par la donnée, ça va très vite. La convergence par la donnée, ce sont quelques semaines, 2-3 mois, d'accord? Et au bout de 3 mois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché de façon publique
je parle pour les salariés évidemment, comment étaient gérés les lits sur ce GHT. Et là, on a vu se déclencher un niveau d'intelligence collective qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que certains ont fait des constats, alors on est d'accord, pas d'accord, on discute, etc. Néanmoins, on part de quelque chose qui est extrait de la réalité de ce que vivent les gens, et à ce moment-là, ils se positionnent évidemment pour travailler sur leur organisation. Parce que ce qui est très récent et qu'on voit apparaître de plus en plus maintenant dans les discussions, c'est que technologiquement, on n'a plus de problème. Le problème, globalement, j'ai envie de dire, il est résolu. Il faut choisir faire son choix. Que ce soit applicatif ou que ce soit de la convergence par la donnée, ça ne posera pas de problème et on va y arriver. Par contre, ce qu'il faut, c'est que les organisations humaines prennent en compte quelque chose qui est nouveau dans la manière de penser la pratique, de penser le métier, donc de penser la coordination, donc de penser quel est le rôle du patient, par exemple, dont on dit qu'il est au centre depuis, comme ça, je ne sais pas, avec Xavier, on pourrait dire peut-être 30 ou 40 ans, le patient est au centre, et on voit bien qu'avant d'arriver au centre, il reste encore un peu de chemin à faire. Voilà. Donc, moi, je pense que à partir de là, et je vais dire un mot sur l'IA, à partir de là, les données, ça sert à avoir une vision juste de ce que produit l'organisation qu'on a, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, et ça permet d'inclure un certain nombre de modifications. L'IA, c'est encore un point particulier, c'est-à-dire que tout ce qui est donné n'est pas IA. Et il faut bien comprendre ça, c'est que des systèmes intelligents, des arbres décisionnels, etc., on en a depuis 30-40 ans. Les EDS, c'est 1980. Donc, il faut prendre conscience aussi que ce n'est pas une révolution, les EDS. Rien du tout. C'est juste qu'on commence à se servir d'un certain nombre d'outils qu'on avait à disposition pour autre chose. Et c'est pour ça que tout n'est pas IA. Et ne parler que d'IA, à mon avis, ça réduit le champ, et je finirai là-dessus, de l'ensemble des territoires français qui produisent 85% de la donnée qui est produite en France dans les soins et la santé. Ouais. Si on se contente d'IA et si on se contente de problématiques de recherche qui sont très importantes, alors on passe peut-être à côté d'un tas d'or dont on dit que c'est de l'or, mais personne ne sait où est l'or. Ouais. En tout cas, on ne l'a pas bien cherché. Ouais. Très intéressant. Donc, ce que j'entends, c'est on sépare, mais c'était la volonté, data et IA, et que le sujet data, il est quand même premier, parce que c'est la richesse de départ. Et la façon dont tu l'introduis, c'est de se mettre les data sous le nez. C'est une façon de changer les pratiques et de transformer les pratiques. C'est-à-dire maintenant, on doit avoir le réflexe, quand j'ai un problème ou un besoin, de quelle data j'ai besoin pour le traiter, et ça va induire un travail sur l'organisation, réinventer les process et les pratiques, et en partant de là, c'est une méthode, j'allais dire, saine, et qui met le pied à l'étrier de travailler autrement, du coup, avec le numérique aussi. Et oui, c'est plutôt un bon point qu'on partage, et qui, en effet, peut être engagé rapidement et chez tout le monde. C'est presque une pratique d'ingénierie, une pratique de comment je traite mes problèmes, et ça ne demande pas forcément de beaucoup de moyens au début. Et deuxièmement, sur l'IA, tu as raison, il y a des choses qui existent. On a quand même un œil, et c'est intéressant, il y a une partie qui peut disrupter quand on va vers, je pense, mais je veux bien ton avis là-dessus aussi, sur l'IA générative, sur le fait que demain, peut-être que les interfaces homme-machine, on pourra aller, tu parlais tout à l'heure avec ton téléphone, on prend l'habitude de parler à son téléphone parce que je passe par ChatGPT. Demain, on a aussi envie de se dire, c'est pas déconnant de penser qu'il y a quelques années, la façon dont je m'adresse à mon système d'information, ça sera pourquoi pas plutôt du dialogue et de l'échange verbal. Et donc, on ne sait pas. Mais pour le coup, je trouve, alors ça, je devrais t'entendre là-dessus, mais si on dit que demain, la façon dont je m'adresse ou je parle à mon SI peut être complètement différente, je garde néanmoins, et c'est ce que je trouve intéressant, côté prospectif, on ne peut pas être sûr. Par contre, dans tous les cas,
cette maîtrise, ou en tout cas cette capacité à organiser ces datas en amont est importante. Et fera que si demain, je veux parler à mon SI comme à une personne, j'ai intérêt à être sûr qu'il a les bonnes datas bien rangées et bien faites pour qu'il m'apporte les bonnes réponses de toute façon. Exactement. Je pense que là, il y a quelque chose qui est central. Et donc, moi, je pense, alors, moi, je rêve beaucoup, donc j'ai encore quelques années à rêver devant moi. Euh, la médecine, c'est un métier de la voix, hein, le dialogue singulier, on parle à des gens, etc. Alors, on leur parle, on les touche, on les regarde, etc. Aujourd'hui, on les touche plus, on les regarde plus, on les écoute plus. Alors, je dis pas personne, je dis beaucoup de gens passent du temps devant leur clavier, Ouais. y compris quand ils prennent en charge les patients. Et donc, c'est 40 ou 50% de temps où ils sont devant des écrans, évidemment, ils n'ont pas les yeux dans les yeux de leurs patients. Donc moi, j'ai tendance à penser, et je vois très concrètement, on parlait d'IA générative. Bien sûr, la voix va prendre une place de plus en plus importante. Il faut que ces IA génératives travaillent sur des données qui sont maîtrisées. Et les données maîtrisées, et c'est ça la proposition pour les groupements hospitaliers de territoire et le lien qu'ils ont avec la médecine de ville, etc., qui est en train de s'organiser sur certains territoires, c'est de dire, évidemment, que si on travaille sur des données que l'on connaît, dont on connaît les producteurs, qu'on ne branche pas ça sur le web ou sur je ne sais quelle banque de données dont je ne sais pas comment elle a été fabriquée, etc. Je vous donnerai un tout petit exemple très concret. Finalement, à partir du moment où je maîtrise ça, à partir du moment où je maîtrise les IA qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire que je vérifie bien qu'elles ne sont pas hallucinées par leur propre travail et par le travail que moi je ne fais pas bien, ou bien, je ne sais pas, l'IA générative est en train de transformer. Aujourd'hui, il y a des consultations qui s'enregistrent, on a des comptes rendus, etc., etc. Et c'est ça qu'il faut maîtriser, mais dans un espace que l'on connaît parfaitement, sans intrusion de l'extérieur. Là, je vous donne un exemple très concret. À Valenciennes, on a introduit l'IA en 2018. En imagerie, j'étais chef de pôle. Et donc, on a introduit l'IA et on a fait venir des data scientists des États-Unis avec lesquels on avait signé un contrat et on a fait un travail sur le cancer du sein. Et dans ce travail-là, on a un très bon, enfin, on a une très bonne équipe de scénologie à Valenciennes, des gens de très haut niveau, et je les ai mis face aux data scientists. Et le data scientist, avec les images qu'il avait travaillées, son IA, à un moment donné, il élimine une image de 6 cm. Alors le problème, c'est que cette image de 6 cm dont il pensait que ce n'était pas un cancer, c'était un cancer. Pourquoi? Parce que c'était un cancer de chez nous, qu'on avait mis dans la base de données de l'algorithme pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de cancer de 6 cm, en tout cas dans les bases de données qu'il avait utilisées, parce que sinon, c'est le tribunal. Donc le docteur, il enlève tout ce qui pousse. Il n'attend pas 6 cm. Et on a eu cette discussion avec le data scientist qui a dit, mais ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'était pas possible dans son esprit de mathématicien très intelligent. Oui, c'était possible sur le territoire de Valenciennes où tous les ans, il y a 3300 personnes qui meurent prématurément. C'est-à-dire que si elles étaient ailleurs, peut-être qu'elles ne mourraient pas. D'un cancer, c'est 1 fois sur 3, et d'une maladie cardiovasculaire, c'est 1 fois sur 2. 3300 personnes pour 750 000 habitants. Ouais. C'est quand même une bonne question à se poser que d'utiliser les datas. Ouais, très juste. Moi, j'avais une question. On rebondit, Azénou, il faut qu'on passe à la suite. Non, mais justement, là, on est sur les cas concrets, donc parfait. Merci pour la transition, Bernard. Donc, l'idée est que vous puissiez justement, toi, Paul, rebondir sur des cas concrets. Et s'il y a des personnes dans la salle qui veulent également partager des cas, n'hésitez pas. Alors, dans les exemples que tu cites, là, notamment Valenciennes, et le dernier point intéressant, on voit bien, donc, il y a le côté potentiel et ce que je peux développer, ce que je peux améliorer, nouvelles pratiques, vers du récupération de temps médical pour être dans le dialogue, moins derrière l'écran, etc. Répondre à des questions
très concrètes d'une ARS ou d'un chef de pôle ou pour mettre en place un parcours. Donc, il y a tout un champ de cas d'usage qui est quand même super pertinent à aborder. Il y a une dimension quand même vigilance à avoir, c'est ce que tu dis. Donc, il y a une façon de travailler avec ces nouveaux outils où il faut être capable de bien encadrer les travaux qu'on confie à une IA. Il y a aussi la vigilance vis-à-vis des risques. Enfin, il y a toujours cette notion quand même de risque cyber et de souveraineté. Est-ce qu'on se lance, enfin, toi, comment tu l'as vécu? Alors, soit, j'allais dire, dans les proto-utilisateurs années 2018-2020 et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, comment tu intègres dans des projets concrètement l'aspect, j'allais dire, vigilance. Donc, autant en termes éthiques que souveraineté, que cybersécurité. Est-ce que c'est un gros morceau des projets Data IA ou comment tu l'intègres justement cette Oui. dimension importante? Nous, on aborde des projets à partir de ce que les personnes qu'on rencontre veulent faire. C'est-à-dire, je voudrais faire un usage X. Voilà. Alors, certains veulent faire de la recherche, d'autres veulent connaître leur file active, d'autres veulent savoir, dans l'insuffisance cardiaque, sur mon territoire, combien y a-t-il d'insuffisants cardiaques? Est-ce qu'il y a des sous-populations? Oui. Est-ce qu'il y a des sous-populations que l'on peut cibler, sur lesquelles on peut mettre des alertes? La réponse est oui. Technologiquement, on peut le faire. Et donc, on peut, comme nous l'avions fait quand on était à Valenciennes, et je reprends un cas concret, il y a des cancérologues qui sont venus et d'autres qui sont venus avec un projet qui s'appelait à l'époque Oncolaxie. Aujourd'hui, cette application s'appelle Résilience. Voilà, elle a été achetée par l'IGR. On a été les premiers à faire ça et ils nous ont dit, c'est très simple, entre 2 cures de chimio, on a besoin de savoir comment va le patient. Est-ce qu'on pourrait faire une petite appli smartphone avec 5 items? Je suis fatigué, j'ai de la fièvre, j'ai pas mangé, j'ai pris du poids, etc. Enfin, je me souviens plus très bien. Et l'idée, c'est que si sur 3 jours consécutifs, on a une agrégation de quelques items, ça a une signification. Et on dit aux patients, revenez avant la prochaine cure de chimio parce qu'il se passe quelque chose. Et les autres, on les laisse tranquilles. Donc là, on pourrait parler des alertes demain sur des grosses cohortes, par exemple dans les maladies chroniques, etc. Mais c'est quelque chose cette intelligence, on l'a. La technologie, on la possède. Donc, ça veut dire que une des voies sur lesquelles il faudrait travailler maintenant, c'est de savoir si, sur les territoires, quand on arrive à structurer, et c'est ce dialogue que moi j'ai avec les gens qui ont un usage, qui veulent faire quelque chose, c'est de leur dire, qu'est-ce que vous en attendez de ce que vous allez faire? Est-ce que c'est aller plus vite, aller plus loin, aller plus haut? De quelle manière et avec quel investissement, etc. Et pour quel résultat? Donc aujourd'hui, on met en place de façon quasi systématique une évaluation qui permet, à minima, on n'a pas encore trouvé la formule magique, mais est-ce que le service médical rendu est attendu, est présent ou pas? En gros, est-ce qu'on soigne aussi bien qu'avant avec moins de moyens? On investit moins? Ou alors, est-ce qu'avec le même argent, on fait mieux? Et là, on va voir la CPAM et la médecine de ville et on essaye de voir si on a ou pas un impact service médical rendu et impact médico-économique. Et c'est en ça qu'on s'intéresse depuis le début, et on n'a pas quitté ce champ-là, même si on en parle beaucoup moins, c'est le champ de l'exploitation de l'hôpital et de la médecine qui s'y fait. C'est-à-dire, quand on veut soigner les patients, il faut que quelqu'un s'occupe d'emmener la seringue et l'aiguille au bon praticien, enfin au bon soignant au bon moment. Et ben ça s'appelle en français la supply chain, c'est-à-dire tout ce qu'on va acheter quelque part. Et clairement, dans ces aimants d'exploitation, il y a une ressource argent très importante parce que globalement, on ne sait pas très bien, je parle plutôt des hôpitaux publics ici, ou de certains gros hôpitaux, c'est qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser comment on dépense l'argent de ces ressources pour faire du soin. Et si on travaille des deux côtés, alors si on sait comment on soigne les gens,
on sait de quoi on a besoin, on peut trouver des martingales qui vont résoudre la question que tu disais, enfin que tu citais au départ, c'est la question de l'argent. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Voilà. Ok. Donc là aussi, et c'est intéressant parce que je pense que ça fait changer les projets. Hein, en amont, bien parler les détails dont j'ai besoin. Et puis cette notion de quand je monte un projet où je veux trouver une solution, avoir cette idée. Alors, je parlais en intro là je dois avoir un angle autour de la vigilance, de sécurité, niveau de risque, etc. Et là, tu introduis aussi un point important, je pense, qui émerge et qui doivent être pris en compte dans l'ensemble des projets, notamment de coopération, d'IA et autres. C'est comment je vais évaluer mon projet et son impact métier ou médico-économique, et que ça doit être une question de base pour tout projet qu'on lance, et un des motifs pour aller réorienter en effet les financements le cas échéant, quoi. On a un appel à projet de la BPI qui est sorti il y a 2 ans, qui voulait traiter de prévention. Alors déjà, au départ, il a fallu essayer de comprendre si c'était de la prévention primaire, c'est-à-dire avant d'être malade, ou de la prévention secondaire, une fois qu'on est malade, voire très malade, etc. Donc, tout ça n'était pas clair et je pense que c'est toujours pas clair. C'est-à-dire que évidemment qu'il va falloir faire de la prévention. Si on ne veut pas faire du cure, il va falloir faire du care. Voilà, avec les mots bien français qu'on sait parfaitement utiliser maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, le rôle de l'hôpital est en train de changer et va changer pour permettre à la ville, effectivement, et aux patients, et peut-être à la maison du patient, de devenir effectivement un lieu secondaire de soins. Là-dessus, il y a plein de projets depuis maintenant 25 ans qui pensent cet avenir et qui est en train de construire cet avenir. Une des questions fondamentales du financement aujourd'hui, c'est pas tellement il n'y en a pas, c'est qu'on ne sait pas très bien où va l'argent et ce qu'il en résulte. C'est-à-dire un peu dans les discussions nationales qu'il y a eu autour de la recherche et d'innovation. On a distribué de l'argent, mais est-ce qu'on a vraiment bien évalué? Et moi, je pense personnellement que ces projets sur la prévention se sont cassés la figure. Là, c'est pas passé. Cet appel à projet n'a pas marché parce que précisément, on n'a pas été assez profond dans l'évaluation. Pas pour être jusqu'au boutiste, mais juste se poser les bonnes questions de l'évaluation. Je reviens au service médical rendu et je reviens à l'équilibre entre source et le besoin de soigner. Ouais. Très juste. Je vois le passe. Ouais. Pour discuter encore longtemps, je vous propose qu'on passe à la suite. Ah oui, pardon. Bernard a un petit souci de réseau, mais normalement, on nous entend encore. Oui. Parfait. Je vous propose que l'on continue. Justement, du coup, faire peut-être un petit bilan de ce que vous avez pu échanger, peut-être voir ce sur quoi on n'a pas eu le temps de creuser. Hein. On est en temps réduit, donc on ne peut pas tout décrypter et tout ouvrir. Donc, je vous laisse la parole. Moi, la slide de synthèse pour lancer, mais en effet, c'est important. Est-ce qu'on voudrait. On voit bien, on a évoqué à travers les exemples et les points, je pense, une série d'usages. Enfin, si on veut s'interroger sur le thème, hein, construire à l'ère de Data IA, c'est l'occasion d'aller recreuser ce que peut apporter le numérique pour un certain nombre d'usages. Bernard l'a dit, je peux répondre à des problèmes, je peux répondre à des besoins de manière nouvelle et allons les chercher. Et clairement, dans les grands sujets de pilotage des structures et des GHT en particulier, on voit qu'il y a matière à apporter des réponses vraisemblablement nouvelles et plus pertinentes en termes de pilotage global et suivi de performance, en termes de plus de prédictibilité, hein, et des exemples sur les files actives ou les urgences le sont. Et puis quand on dit je me mets la data comme donnée d'entrée pour réfléchir, c'est évidemment, et nous c'est un de nos sujets chez Isis, le pilotage, une aide à la décision et une façon de prendre les décisions de manière beaucoup plus pertinente.
pour faire des priorités, pour faire de l'allocation de ressources. Et dans ce que tu évoquais avant sur si j'évalue bien, si j'ai les bonnes données, je peux mieux flécher mes ressources. C'est vrai au niveau global, système de santé, où doit investir la BPI, etc. Mais au niveau micro, d'un établissement, d'un service, d'un projet, c'est plutôt sain. Et on voit bien que tout ce type d'usage, on peut les développer en mettant sur la table, voilà, je peux travailler plus avec la data, j'ai les outils, et notamment de l'IA, comment je peux reprendre ces usages et les améliorer. Et de l'autre côté, j'allais dire, c'est presque plutôt les moyens ou les choses à avoir en tête pour développer ces usages. Et là aussi, on en a dit un mot, mais je veux bien que tu me dises, Bernard, ce qui te semble important. Si je m'amuse si je fais l'analyse de où sont mes datas, lesquelles j'ai besoin, il y a très vite un sujet de gouvernance qui est important à travailler. Et il y a aussi, évidemment, ça ne se fait pas dans le vide et il faut des outils et une infrastructure à travailler. Et puis, on l'a dit aussi, il y a évidemment une notion de qualité et de sécurité qui est fondamentale. On peut dire, voilà, ça c'est 3 axes des moyens à développer pour pouvoir aller vers ces usages de pilotage en utilisant data et IA. Oui, ce que j'ai envie de dire sur cette diapositive, c'est qu'on a abordé l'ensemble de ces points dans le désordre, mais on a à peu près tout abordé. Je reviens à ce que disait Xavier au départ, et je pense que c'est juste. Il faut accompagner le changement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il apparaît clairement, en tout cas depuis maintenant, on va dire 1 an et demi, 1 an et demi, il apparaît clairement que beaucoup d'acteurs ont compris qu'il se passait quelque chose. Alors, ils l'ont compris plus ou moins, mais peu importe, ils l'ont compris, ils l'ont intégré dans leur façon de penser l'avenir et leur façon de penser leur quotidien dans la mise en œuvre de leurs activités. Donc, l'accompagnement du changement, c'est important parce que tout se joue dans l'organisation des hommes, humaine. Ouais. Et que si on veut de l'intelligence artificielle utile, il va falloir avoir de l'intelligence artificielle utilisable. Ça, c'est très important. Dire qu'elle est utilisable, ça veut dire que la qualité et la sécurité sont là. C'est aussi qu'on peut faire de la prédiction, etc., etc. Mais surtout, une fois que c'est utilisable, il faut que ce soit utilisé tous les jours. Et j'inverserai presque ce triptyque en disant utilisable, utilisé, donc utile. Mais ça s'adresse à l'intelligence humaine. Ça s'adresse à la capacité de prendre une décision, ça s'adresse à la capacité de la mettre en œuvre, d'accompagner le changement en se préoccupant bien des humains, c'est-à-dire du fait que quand on veut monter à l'étage, s'il y a 10 marches, on s'appuie toujours sur la marche numéro 1. Ou alors on est très fort et on peut sauter 3 marches. Mais il y a très peu de gens qui le font. La plupart du temps, c'est la marche numéro 1. Et en tout cas, cet escalier à 10 marches, il sert à tout le monde. Parce que si les champions passent de 3 en 3, mais des champions, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont très peu nombreux. Et on ne va pas changer un système, ou en tout cas modifier la structure d'un système, si on n'ouvre pas une voie pour tout le monde et un escalier pour chacun, où chacun trouve sa possibilité d'agir. Ok, très bien. Donc, cette notion, en effet, de conduite du changement qui a été rappelée par Xavier, intéressante, mais là, on est encore... Il faut embarquer tout le monde, quoi. Et il faut trouver le moyen de mettre le pied à l'étrier à vraiment tous les acteurs pour que ça marche. Et il faut faire des premières marches. Et en effet, c'est plutôt intéressant. Il faudrait que l'accompagnement du changement soit inclus. Nous, on l'a fait, mais je pense que c'est faisable. Hein. On l'a mis dans la gouvernance de la data. C'est-à-dire qu'on met dans la gouvernance de la data ce qu'on fait pour un match de rugby, c'est qu'on trace des lignes, il y a un type avec un sifflet, et puis on se passe la balle, et puis quand ça ne va plus, soit on sort les acteurs, soit on les garde à l'intérieur, mais on leur dit il ne faut pas recommencer, etc.
et ça sert de guide. Et c'est ça, c'est la partie humaine la plus intéressante au fond. C'est la technologie, elle précède dans certains domaines, et puis elle va suivre dans tous les autres domaines, et elle va pouvoir servir l'action humaine. En tout cas, c'est comme ça que je vois l'avenir, ou en tout cas peut-être que je l'espère comme ça. Mais ça vous va bien de miser sur l'humain. Et ça fait une bonne conclusion. Je vous propose qu'on arrête là pour ce matin. Merci beaucoup pour ces échanges et pour ces éclairages. Peut-être un mot pour la fin si vous le souhaitez, et on va pouvoir laisser tout le monde continuer cette journée ensoleillée. Moi, juste 2 minutes. Je remercie Bernard pour l'échange. C'est toujours un plaisir. On en a régulièrement comme ça. L'idée de le faire en petit cercle, c'est de partager. On voit bien, il y a des convictions derrière, une façon de faire les projets qui se dessinent et qu'on partage assez allègrement. Donc, j'espère que ça vous a apporté des idées. Et puis, n'hésitez pas du coup à revenir vers nous. Et donc, encore une fois, merci Bernard et merci Asline pour l'animation. Et bonne journée à tous. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.